Bon, poursuite du propos. Parce que je vous ai peut-être un peu cassé le moral au tout départ. On va essayer d'avancer. Si vous m'avez suivi tout à l'heure, vous comprenez que tout va se passer autour du foin. Et contrairement à ce que peut-être vous pensez ou vous pensiez, c'est lui qui va tout guider. Ce qui sous-tend que vous devez le connaître. Vous devez le connaître, vous devez le choisir et vous devez le penser. On va essayer de voir comment on peut faire. Encore une fois, la plupart des messages que vous entendrez, enfin, en tout cas qui vous seront accessibles, ne seront pas obligatoirement dirigés comme ça, parce que personne n'a d'un réel intérêt économique à vous le dire. Pardon. C'est pas une lutte, enfin si, c'est un peu une lutte, mais je voudrais pas me caricaturer moi-même, mais quoi qu'on fasse, ça restera toujours l'ingrédient essentiel de la ration, quoi qu'on fasse. Et vous pourrez avoir tout un tas de gens qui vous diront l'inverse, ça ne sera malheureusement, enfin non, heureusement, jamais vrai. Le foin, ce qui compte, savoir faire du foin, c'est une vraie connaissance, c'est un vrai savoir-faire, c'est un vrai métier. Personne, enfin, ça s'apprend. Ça s'apprend et c'est un vrai travail d'agriculteur au sens noble du terme. Et il me semble aussi que c'est peut-être ce qui se perd, cette connaissance agricole au sens noble du terme. Et il faut absolument, enfin tous les gens qui ont des chevaux, qui travaillent avec des chevaux, qui passent du temps avec des chevaux, devraient avoir cette connaissance basique, qui est basique, simple du départ, mais qui n'est pas évidente, mais devraient l'avoir. Et si vous ne l'avez pas parce que votre milieu ou les gens avec qui vous avez évolué ne vous l'ont pas transmis, il faut impérativement l'acquérir. Encore une fois, les métiers des chevaux, c'est des métiers durs. Les gens passent beaucoup de temps, les gens investissent énormément d'argent. Et ça ne sert à rien de se lever le matin et de travailler très fort, sincèrement, si on n'a pas cette connaissance paysanne au départ. Me semble-t-il. Un foin de mauvaise qualité dans une écurie, ça a un coût indirect énorme, insoupçonné et énorme. Enfin, Hélène en parlait tout à l'heure, je pense que Connie en parlera aussi. Les poussières, les contre-performances qui sont liées aux poussières, le fait que les chevaux ne mangent pas le fourrage que vous distribuez. Il m'est arrivé il y a quelques heures de rencontrer une cliente qui avait un foin, une amie, qui avait un foin que les chevaux ne mangeaient pas. C'est relativement problématique et sincèrement, en le regardant, il était impossible de le soupçonner. Ce qui va répondre à la question qui est là, qu'est-ce qu'un bon foin ? Eh bien, la seule réponse qui est possible, c'est celui que les chevaux mangent. Après, on se débrouille. Mais on n'est pas cheval. Et c'est quelquefois assez compliqué de le choisir. Mais le bon foin, c'est le foin que les chevaux mangent. Et qui est bien récolté, sans poussière. On va voir après, on va discuter. Sans poussière, qui ne colle pas, sec, de bonne couleur, pas de branches dedans, pas de corps étranger, enfin un truc propre, quoi. Pourquoi on analyse le foin ? Eh bien parce que ça bouge. Et son analyse, elle bouge. Et qu'il est a priori impossible, en regardant un foin, de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que ça dépend de l'équilibre que vous avez entre les graminées et les légumineuses. Les graminées sont plutôt pauvres en calcium et en protéines. Les légumineuses, elles, rapportent du calcium et des protéines. Alors Gilbert serait beaucoup plus calé que moi pour vous en parler. Mais en gros, dans une prairie, il y a cet équilibre-là. Et encore une fois, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui vont l'influencer, notamment comment vous allez l'exploiter. Le pied du cheval est extrêmement agressif et sélectionne, enfin en tout cas empêche les graminées de s'installer vraiment, ou en tout cas peuvent faire en sorte qu'elles se désinstallent au profit des légumineuses. Pour ça, par exemple, si vous allez en Normandie, vous voyez des prés qui sont très exploités, qui sont très riches en trèfle. Parce que le pied du cheval a fait son travail. Le cheval broute très ras aussi.
contrairement à une vache. Et un cheval, c'est assez destructeur pour une prairie. Donc il faut aussi, et ça fait le lien avec le fait de charger les prairies, et cette connaissance-là, je mets tant d'animaux dans tant de superficie, qui dépend aussi beaucoup du climat, de la région dans laquelle on est. Moi, je suis normand. Sincèrement, les éleveurs normands, ils n'étaient pas beaucoup plus techniques, enfin même relativement moins. Ils avaient besoin d'être moins techniques que les éleveurs d'autres régions de France, parce qu'en fait, la nature était généreuse et que ça leur passait toutes les erreurs. Il y a plein d'endroits en France, je parle de ce que je connais en France, où si on faisait les erreurs que les éleveurs normands faisaient, bah, il n'y avait plus rien du tout. Donc, on prend aussi en compte l'endroit où on est. C'est important d'analyser son foin parce que, comme je vous l'ai dit, ça va être l'ingrédient le plus important en masse de la ration, donc son impact va être le plus important, et ça va être le chef d'orchestre parce que, on va le voir tout à l'heure, le foin, vous n'allez pas le choisir sur l'analyse. Vous allez trouver un foin parce que vous allez trouver un agriculteur, un producteur qui va vous le faire, mais vous ne saurez jamais a priori ce qu'il y a dedans. Et c'est lui qui va déterminer tout ce qu'on va mettre à côté. Je suis perdu, ok. Donc, encore une fois, la variabilité de l'analyse dépend donc de ce qui pousse sur la prairie, et l'impact qu'on peut avoir est important. Prenons l'exemple d'un entraîneur de trotteurs qui a un foin à une année N. Alors, je m'exprime en UFC, qui sont les unités françaises, comme dit Hélène, peu importe l'unité qu'on prend, l'essentiel c'est qu'on soit toujours dans les mêmes unités, mais le raisonnement est le même. Cet homme a des rations, en règle générale, des rations pour tous les chevaux qui sont à peu près les mêmes, parce qu'on essaie de simplifier la vie, ce qui n'est pas une très bonne chose, mais c'est comme ça que ça se passe en pratique. Et il change de foin. L'année N, mon foin est à 0,45 UFC par kilo. Donc si je le multiplie par 10, ça me fait 4,5 UFC apportés par le foin. L'écurie est performante. La quantité de calories distribuée à ses chevaux, avec sa ration de concentré à côté, correspond à peu près à ce qu'il dépense. Cet homme ne change rien à sa façon d'entraîner ses chevaux. Mais en revanche, pardon, je me suis trompé, l'année N-1, on est à 0,55 par kilo. Donc on est à 5,5 UFC apportés pour 10 kg de foin. On change de foin, on tombe à 0,45. Ce n'est pas des valeurs, je ne vous prends pas des valeurs exotiques, hein, je vous prends des valeurs qui se retrouvent assez facilement. Si on multiplie par 10, on perd quasiment une UFC. On perd une UFC sur des chevaux qui ont entre 9 et 11 UFC jour. Donc on perd quasiment 10%. Le type n'a rien changé. Il a gardé ses mêmes rations, le même travail, c'est les mêmes chevaux. Sauf qu'on n'a pas du tout les mêmes résultats à la fin de l'année. Et on le verra cet après-midi, si vous avez la gentillesse de rester. Si je ne vous ai pas trop cassé le moral. On verra cet après-midi que, en gros, une différence de 10% sur une quantité de calories distribuée sur des chevaux qui travaillent énormément et où, avec des forts besoins, c'est la course aux calories, et ben ça change beaucoup les chevaux. Et même visuellement, ça change beaucoup les chevaux. Donc, analyser son foin et savoir à quelle sauce on va être mangé l'année prochaine, pour quelqu'un qui a des chevaux qui ont une grosse dépense, ça peut être extrêmement intéressant. Parce que si vous le subissez, ça, le temps que vous vous en rendiez compte, ben vous avez déjà perdu pas mal de sous. Le raisonnement est le même pour les protéines. Si vous aviez un foin qui était très riche en protéines et que vous tombez sur un foin qui est très pauvre en protéines l'année d'après, il va falloir supplémenter. Le raisonnement est le même pour le calcium, le raisonnement est le même pour tout. Donc encore une fois, une place centrale pour le foin, la connaissance de l'analyse de votre foin et la connaissance globale de votre foin, c'est essentiel pour travailler. Ah bah, vous voyez, je suis très, très organisé parce que je vous ai tout dit de tout ça. Bon. Si, juste un petit truc. Quand je vous ai dit le chef d'orchestre, c'est que théoriquement, dans un monde qui est relativement malin, on choisit ses concentrés en fonction de son foin. En fonction du type de foin et des caractéristiques de son foin, on peut en déduire les concentrés. Et pas l'inverse. Même si ça arrangerait beaucoup de gens qu'on fasse l'inverse.
Comment on fait? Ah. Vous vous rendez bien compte qu'on va tout baser là-dessus. Tout ce qu'on va faire après va être basé sur l'analyse du foin. Donc il faut absolument que mon échantillonnage soit correct. Et alors là, vous sentez le vent venir de la steppe. Étant donné que j'ai à peu près 3 semaines entre le moment où je vais prélever le foin et le moment où je vais pouvoir rendre un résultat, si le foin que j'ai analysé est totalement mangé, j'ai rien. Donc, ça veut dire que pour équilibrer une ration et faire tout le travail dont on parle aujourd'hui, il faut avoir une fourniture de foin qui est constante. Si mon foin change tous les mois, j'arrive toujours après le coup. On en discutera tout à l'heure, mais si on tire le fil, pour avoir une fourniture de foin constante sur l'année, il faut que j'ai de quoi le stocker. Ou de le faire stocker. Mais ça veut dire qu'il faut que je pense en amont, quand je crée mon écurie, d'avoir le stockage du foin qui correspond au nombre de chevaux que j'ai. Et combien de gens voit-on s'installer, et en toute bonne foi, s'installer, faire des installations magnifiques, et oublier ce paramètre-là? Le cheval, il s'en fiche du Rinco Carlo, sincèrement. Que ça soit beau et que ça brille et qu'il y ait des cuivres qui brillent, il s'en fiche. Il préférait vraisemblablement plutôt avoir une stabilité de son foin pour que vous puissiez faire en sorte d'avoir une vraie bonne ration, tout le temps, constante. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre du cuivre et que ça soit beau chez vous. Mais ça veut dire que c'est quand même la base. C'est quand même la base. Et je vais vous... Là, après, je vais me mettre en colère. Et je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là et comment on peut s'en sortir et à quel niveau d'approximation on est arrivé. Donc l'échantillonnage, ça se fait avec une sonde à foin. L'échantillonnage, c'est pas j'arrive chez vous, alors les marchands d'aliments font ça, ils font des analyses de foin. Alors en règle générale, ils arrivent, ils voient une balle voilà, qui traîne, et puis ils font ça, ils mettent ça dans un petit sac en papier, et hop, ils s'en vont. C'est pas ça. Vous n'avez... L'analyse, elle se fait sur 5 grammes. Vous n'avez que le résultat de la petite poignée de foin qu'on a pris. Donc, si vous voulez baser vos calculs là-dessus, il faut un échantillonnage qui se fasse avec une sonde à foin. C'est pas compliqué, c'est une perceuse avec un truc qui tourne et qui fait des trous dans les bottes. C'est à la portée de n'importe qui. Encore faut-il quelquefois faire un peu d'escalade, se mettre un peu plein de poussière, transpirer. Bon, mais il faut se donner un peu de mal. Et il faut que le nombre de bottes qui soient prélevées soit en accord avec le stock que vous avez. Plus vous allez échantillonner de bottes, plus le résultat que vous aurez à la fin sera digne de confiance, s'approchera de la moyenne. Il y a une histoire de laboratoire aussi. Alors là, c'est un peu plus technique, mais il est essentiel d'envoyer son échantillon à un laboratoire qui traite énormément d'échantillons tous les ans. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure parce que moi je travaille avec le LANO, qui est le laboratoire agronomique de Normandie, qui est à Saint-Lô. Pour vous donner une idée, en fait il y a plusieurs méthodes pour arriver aux paramètres qu'on va calculer. Il y a des méthodes qui sont un peu contraignantes avec ce genre d'appareil. On manipule de l'acide sulfurique concentré, enfin on manipule, il y a des vapeurs, c'est un petit peu ennuyeux. Et il y a une nouvelle technique qui est ce qu'on appelle le proche infrarouge, c'est-à-dire en gros on passe l'échantillon sur un faisceau de lumière qui est dans le proche infrarouge et ça calcule directement par référence, ça calcule directement des valeurs. Pour étalonner ces machines-là, il faut un nombre d'échantillons énorme pour avoir un résultat digne de confiance. Pour vous citer un exemple, le LANO, qui traite énormément d'échantillons, a été obligé de s'associer avec un laboratoire irlandais qui en traite autant pour avoir des résultats qui sont fiables. Donc, pour avoir un résultat qui soit digne de confiance, il faut s'adresser à des gens qui traitent beaucoup d'échantillons et ce n'est pas moi, dans ma petite cuisine, qui peut réussir à avoir le nombre d'échantillons satisfaisant pour avoir des résultats satisfaisants. Donc, les personnes à qui vous allez confier votre foin et votre analyse sont aussi importantes que l'échantillonnage. Je reviens à ma capacité de stockage. Encore une fois, si vous avez une toute petite capacité de stockage, et
Ça va être mon sentiment, après on pourra en discuter, mais je crois que ça s'est passé comme ça. Étant donné que les gens ont perdu, pour plein de raisons, le côté, enfin en tout cas le savoir-faire paysan, et qu'ils ont, encore une fois pour plein de raisons, et notamment aussi parce qu'on leur a dit, laissé le foin comme quelque chose d'assez annexe, pas très important. Il n'y a plus de discussion avec le producteur, parce que le seul homme, dans un cas général, qui peut vous livrer du foin régulièrement quand vous n'avez pas la capacité de stockage, c'est un grossiste, qui lui a un camion pour venir vous le livrer. Le fait d'introduire un intermédiaire entre le client final et le producteur, surtout avec des clients finaux qui, pardon, ont perdu un peu de connaissances et qui ne savent pas juger le produit final, fait que le producteur peut acheter du foin relativement peu cher à son producteur, le livrer à son client sans que ça pose de problème majeur, parce que le client ne sait pas faire la différence entre ce qu'il lui faut et ce qu'il obtient. Et étant donné qu'il a une relation commerciale avec son producteur et qu'il est en position de force, il peut faire en sorte de sous-payer le foin qu'il fait. Et vous vous retrouvez avec un client final qui paye très cher, un producteur qui est payé très peu cher, et comme tout dans la vie, quand vous payez très peu cher quelqu'un pour faire quelque chose, en règle générale, ça prend le temps que ça prend, mais à la fin, il le fait mal. Et on a, à mon sens, une lente dégradation de la qualité des foins disponibles parce qu'on a ce système-là. Et donc, tout passe par vous. Un peu par nous, mais surtout par vous. Parce que notre boulot aujourd'hui, je crois, est plus de vous sensibiliser et de vous apprendre à reconnaître ce que vous avez chez vous pour que vous puissiez être exigeant. Parce que si on est collectivement exigeant, on remonte le niveau. Ça va être long. Ça va être long. Moi, encore une fois, je suis normand. C'est quelquefois compliqué de trouver du foin bien récolté, bien fait en Normandie. C'est à pleurer. Ce que mon père savait, il y a moins de gens qui le savent maintenant. Et la dégradation des pratiques, c'est pareil. Pour faire quelque chose, il faut l'avoir vu faire, il faut l'apprendre. Si vous l'apprenez avec quelqu'un qui le fait mal, vous l'apprenez mal. C'est un savoir qui se perd. Et c'est essentiel. Si je prends des tarifs français, il n'est pas rare, notamment en région urbaine ou en région parisienne, il n'est pas rare d'avoir des foins qui sont vendus aux alentours de 360 € la tonne. Chantilly, Grosbois, on est à peu près sur ces tarifs-là, entre 320 et 360 € la tonne. Quelquefois, ce foin-là est payé entre 60 et 80 € au départ. Vous voyez la différence? Il suffirait juste, peut-être, de se rapprocher d'un producteur, de lui donner 140, 120, 130 € la tonne, pour le rendre très très heureux, faire en sorte qu'il fasse son travail exactement comme vous voulez qu'il le fasse. Tout le monde est gagnant. Donc en résumé, l'échantillonnage, c'est capital. La stabilité, l'achat, le contact humain avec le producteur, la discussion avec lui pour lui donner exactement vos besoins, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais un entraîneur de trotteur qui a des chevaux qui font beaucoup de kilomètres et dont le problème c'est les calories, c'est pas du tout les mêmes pratiques qu'il faut adapter, enfin qu'il faut mettre en œuvre que moi qui ai un cheval insulino-résistant chez moi, qui est en fin de vie et qui est très très gras et que j'ai du mal à faire maigrir. Ça revient sur ce que disait Hélène. Donc la discussion avec l'homme, le producteur, est essentielle à mon sens. Le labo, l'analyse, et on voit ce qu'on en fait. On obtient quoi? On obtient ça. Chouette. Plein de chiffres. Ouais. Plein de chiffres. Alors ça peut paraître abscon comme ça, mais c'est pas si compliqué. Si un jour vous le faisiez, pourquoi pas? Si un jour vous le faisiez tout seul, la seule chose à savoir, c'est que ces valeurs-là sont données sur le... elles sont données en kilos de matière sèche. Donc il faut les retravailler en les remultipliant par le pourcentage d'humidité. Et vous avez tout ça. Et vous avez à la fois les valeurs alimentaires, UFC, MADC pour le système français, mais vous avez aussi les minéraux que je juge être d'intérêt, calcium, phosphore, magnésium, cuivre, zinc, manganèse, fer. Demandez pas autre chose. Si vous demandez des vitamines, ça va vous coûter les yeux de la tête.
pour pas grand-chose, parce que de toute façon, le résultat sera très faible par rapport aux besoins de votre cheval. Donc ça sert à rien d'aller mettre 100 et quelques euros par analyse de vitamine E, vitamine A, vitamine... Enfin, voilà, ça sert à rien, juste ça. Mais ça, parce que bien des fois, vous obtenez des résultats d'analyse qui ne mentionnent que... Alors, il y a tout ça. Il y a tout ça dont vous ne savez que faire. Et puis il y a ça, UFC, MADC. Mais quand on sait ça, on ne se connaît qu'une seule toute petite partie de ce qu'il faut savoir. La valeur alimentaire est certes intéressante, mais la valeur en minéral, enfin la valeur en minéraux, en oligo-éléments est aussi excessivement intéressante aussi. Ce ne sont pas des exemples, encore une fois, exotiques. Ce sont des vraies analyses que j'ai eues et qui sont censées vous montrer certaines complexités de la chose. Le foin de Cros, tout le monde connaît, de nom au moins. Non, si, oui, foin de Cros, région de la Cros, ficelle rouge et blanche, appellation d'origine contrôlée, prairies qui sont laissées non exploitées d'une certaine manière, elles ne sont que fauchées. La flore est donc relativement stable. Ce foin est réputé pour être riche en calcium et riche en protéines et utilisé ancestralement avant, par exemple dans les courses, parce qu'on mettait de grosses quantités de céréales dans les rations et que c'était important d'avoir un foin riche en calcium. Et mon foin de Cros est relativement riche. Alors les gens disent le foin de Cros est riche, ils ne savent pas trop en quoi il est riche, mais il est riche. Alors il est riche en protéines, riche en calcium et normalement un peu plus riche en UFC. Mais je peux avoir des foins de prairie qui ont des analyses très proches. Le seul intérêt du foin de Cros, c'est que théoriquement son analyse est relativement stable, mais ce n'est pas pour ça qu'il est meilleur qu'un foin de prairie. Et puis meilleur, il faudra encore le définir, parce que meilleur pour un entraîneur de trotteur, peut-être, qui utiliserait beaucoup de céréales, mais est-ce que si, encore une fois, j'ai mon poney insulino-résistant, est-ce qu'il est très intéressant? Non. Moins. Donc, vous voyez que acheter un foin de Cros uniquement pour la quantité de protéines, bah, oui et non, parce qu'on peut en trouver des foins de prairie qui en ont autant. Acheter pour une richesse en calcium, oui, certes, mais d'un autre côté du calcium, on peut avoir des foins qui sont relativement riches en calcium, et le calcium, ça coûte vraiment très peu cher à remettre dans une ration. Il faut en gros savoir pourquoi on utilise les choses. Encore une fois, c'est votre savoir qui fait la différence. Utiliser un foin de prairie en disant il est plus faible qu'un foin de Cros, pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Je vous ai pas fait, je voulais vous faire un petit laïus sur le fer tout à l'heure, sur mon bilan. Pardon. Pardon. On ne complémente pas un cheval en fer. Ça n'existe pas. C'est juste une vision de l'esprit. Pour vous donner une idée, la recommandation pour un cheval de 500 kg en fer jour, c'est 500 mg. Vous voyez que mon foin de Cros, en 1 kg, il a déjà tout donné. On ne complémente pas un cheval en fer. Et surtout pas par des formes intraveineuses. Je passe. L'intérêt de cette analyse-là peut aussi être le fait de mesurer les sucres résiduels. Ce qu'on appelle les sucres résiduels, c'est une approche des sucres simples qui sont dans le foin. C'est ce que vous avez marqué SSR en pourcentage. Le fait de savoir, alors le cycle de croissance de mon herbe, plus mon herbe est jeune, plus elle est riche en sucre simple. Plus elle est vieille, moins elle l'est. Vous pouvez vous fier aussi à la couleur. Plus mon vert de l'herbe est clair, plus c'est riche en sucre. Pour ceux d'entre vous qui ont des chevaux insulino-résistants et qui s'amusent par exemple à solubiliser des sucres en mouillant le foin, je ne sais pas si ça, parmi vous il y en a, quand on a un cheval qui est insulino-résistant, un poney par exemple, qui est physiologiquement insulino-résistant et qu'on veut essayer de le faire maigrir, on essaie de solubiliser les sucres simples en mettant à tremper le foin. Peut-être pourrions-nous raisonner différemment. Peut-être pourrions-nous nous dire, plutôt que d'essayer de virer des sucres qui sont dans mon foin au départ, peut-être pourrions-nous dire, je vais essayer d'avoir un foin qui n'en contient que peu. Et sincèrement, c'est beaucoup plus efficace.
la gestion des chevaux insulino-résistants, elle passe par le choix du foin. Parce que vous allez ergoter sur « je vais choisir tel aliment parce qu'il a tel pourcentage de moins de sucre ». Enfin, on revient à ce que disait Hélène tout à l'heure. Et vous allez ergoter sur un tout petit bout du truc, alors que le gros du problème, il se trouve dans votre foin. Et encore une fois, si vous avez la chance de pouvoir discuter avec votre producteur, étant donné que ça ne dépend que du stade de récolte, vous pourriez dire à votre producteur, bah écoute, moi j'ai que des chevaux comme ça, ou en tout cas j'ai une partie de mon effectif qui est comme ça, récolte-moi une partie de mon foin tard. Et comme ça je pourrais donner suffisamment de foin à mon cheval pour qu'il soit heureux, et qu'il mâche, et qu'il soit content, sans que ça devienne un petit cochon. Je m'explique bien sur le truc. Si on perd ce lien-là entre le producteur et celui qui utilise, ben on est dans le vague le plus total. Je pense que l'avenir, c'est ça. Et si vous avez un partenaire producteur de foin que vous choyez, que vous rémunérez correctement, qui comprend ce que vous voulez faire, ben vous avez une grande force, parce que c'est une énorme... Tout bouge. Les chevaux, tout bouge. Les chevaux bougent, les conditions climatiques bougent, le travail que vous leur donnez bouge, tout bouge. Dès que vous pouvez fixer un truc, surtout, fixez-le. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ça ne va pas. Si vous pouvez fixer, fixez. Et ça passe par l'homme. Ça passe par nous, ça passe par nos relations à nous, expliquer. N'oubliez pas une chose, c'est qu'un éleveur, les gens qui font du foin, enfin en tout cas je parle de ce que je connais en France, les gens qui font du foin sont issus du monde agricole. Un producteur de foin qui a appris pour faire du foin pour les vaches, c'est une non-valeur économique le foin qu'il me faut pour mon poney. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un foin qui soit le plus riche possible pour distribuer le moins de céréales à ses animaux pour avoir une croissance, mais un gain en argent plus important. Si vous dites à quelqu'un « fais-moi du foin récolté tard », en règle générale, si vous ne lui expliquez pas pourquoi, il va vous dire « mais je ne vais pas te vendre ça », il a l'impression de vous voler. Or, c'est exactement ce qu'il vous faut. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette discussion-là, elle est hyper importante. J'insiste, mais vraiment. Donc, je vais encore te mettre dans le... Je vais encore finir trop tôt. Non, ça va? Bon, bah alors. Ah bah alors, formidable. Donc, encore une fois, je vous le répète, la connaissance du foin, c'est le début du renouveau, du bonheur, quoi. Du bonheur. Ça permet d'adapter le reste des ingrédients. Le choix théoriquement, parce que si on discutait, je vous dirais qu'il faudrait plutôt aller sur des matières premières que sur des aliments qui sont déjà tout faits. Mais le choix, la connaissance du foin vous permet de choisir ce que vous allez mettre dans votre ration. Mon foin est riche en calcium, super. Je peux mettre beaucoup de céréales, si j'ai des chevaux de course, je peux mettre beaucoup de céréales sans en ramener beaucoup. Mon foin est très riche en protéines. Pas besoin de remettre du tourteau de soja, par exemple. Au contraire, si mon foin est très bas en protéines, ben super, j'en remets. Tout découle de ça. Et donc c'est primordial pour la physiologie, parce que, encore une fois, je vous répète que c'est l'ingrédient principal de la ration, pour fabriquer des rations, et pour tous les chevaux qui auront des problèmes, notamment métaboliques, la connaissance du foin et la stabilité du foin, c'est la clé du traitement. Voilà. À tout à l'heure.